Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, cap sur la péninsule du Yucatan avec Tamara Adame, que vous connaissez peut-être sous le nom de Cenote Girl. Monitrice de plongée basée à Tulum, exploratrice et plongeuse scientifique, elle forme des élèves en side mount et en plongée en grotte, participe à des projets d'exploration et scientifiques dans les cénotes. Salut Tamara, on est ravis de te rencontrer. Bonjour Lucie, merci beaucoup pour cette invitation. Tu seras la personne la plus jeune à m'avoir interviewée et en plus une jeune femme, donc ça me fait très plaisir de te parler. À moi aussi. Donc tu as grandi à Puerto Morelos entre mer et nature avec un papa capitaine de bateau et une maman éducatrice environnementale. Quel rôle a joué cette enfance maritime dans ton amour pour l'eau? Mais dans mon cas, j'ai pas découvert la mer ou l'océan comme la plupart des gens qui sont introduits à l'eau ou introduits à la mer ou qui découvrent parmi les voyages. Pour moi, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai conscience. Donc, moi, je dis toujours, ça fait partie de moi. C'est pas quelque chose externe, c'est pas quelque chose que je dois choisir ou que je dois identifier dans ma vie. C'est moi. Et c'est pour ça aussi que souvent on me demande si je préfère la mer ou les grottes, mais en fait il n'y a pas de choix parce que la mer elle fait partie de moi depuis que je suis née. On m'a mis à l'eau et puis j'ai grandi comme ça, donc jusqu'à très grand, j'ai pas vraiment su que il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas cet environnement-là disponible dans leur jardin, on va dire. Et donc voilà, ça fait partie de qui je suis et ça m'a donné une énorme connaissance de la nature et des animaux et des phénomènes naturels aussi. Et que moi, quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde y connaissait. Et après, grandissant et voyageant et tout, j'ai découvert que j'avais vraiment des trésors, des connaissances qui étaient très précieuses en fait. Tu as fait ton premier baptême de plongée en 1995, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu t'en souviens encore? Oui, je me souviens. Je suis directement allée pour faire la formation Open Water. Et pour moi, c'était pas quelque chose d'exceptionnel à la base parce que justement, comme je connaissais déjà la mer, j'étais pas plus que ça intéressée à faire la plongée. C'était plus une activité que ma mère, à l'époque, avait décidé que il fallait que je fasse pour passer l'été, en fait, pour passer du temps parce que mes parents, ils travaillaient. Et donc, c'est mon parrain qui m'a entraînée en Open Water. Et moi, je trouvais ça moyen. Il y avait beaucoup d'efforts parce que j'étais entraînée à l'ancienne, donc il fallait faire des exercices le matin et courir et faire un jogging et puis il fallait nager plusieurs centaines de mètres avant de même commencer l'entraînement tous les jours. Maintenant, on fait ça une fois pendant le cours pour prouver qu'on sait nager, mais à l'époque, il fallait s'entraîner physiquement aussi, donc ça, j'étais pas convaincue que c'était une activité fun pour quelqu'un de 12 ans. Mais bon, après, pareil, j'ai eu cet outil de la plongée avec bouteille et c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que j'avais quand même reçu un cadeau de la part de mes parents et de mon parrain et que ça, je pouvais utiliser pour continuer à découvrir le monde. Donc voilà, ça j'ai fait quand j'avais 12 ans, j'ai plongé par-ci par-là, mais c'est quand j'avais, je crois, 25, 26 que j'ai vraiment pris l'intérêt d'y aller plonger, de continuer à me former, et puis c'est un petit peu la deuxième partie de mon histoire qui a commencé. C'est marrant que cet amour pour la plongée soit venu bien après ton premier baptême. Oui, ça m'a pas surpris parce que je connaissais déjà l'eau, je connaissais déjà le récif, c'est les mêmes récifs où j'avais passé toute mon enfance et moi j'avais fait beaucoup d'apnée aussi sans savoir que ça s'appelait apnée ou free diving, mais les enfants du village, on était tout le temps dans l'eau et à la plage. Donc voilà, c'était un autre moyen d'être dans l'eau, mais j'ai pas eu un moment de déclic comme beaucoup de personnes qui se submergent et qui disent moi je veux faire ça pour le reste de ma vie. Moi, j'ai pas eu ça, mais c'est pas que je n'appréciais pas, c'est juste que je connaissais déjà et comme j'ai dit avant, ça fait partie de moi et de mon histoire et de ma famille, donc c'était plus une procédure administrative, je pense, de passer le open water. Avant la plongée pro, tu as eu une vie en Belgique dans la communication et le marketing. Donc, qu'est-ce qui t'a fait basculer vers la plongée et le monde sous-marin au final? C'était le retour à la nature. Parce que moi, j'avais comme un rêve d'enfant de partir dans un autre pays et d'avoir une vie comme je pouvais voir dans les films.
finalement, les gens qui grandissent dans les villes, ils voient des films de Jacques Cousteau, ils veulent aller faire la plongée. Moi, j'ai grandi avec les poissons et avec les animaux marins et les Caraïbes. Donc moi, mon rêve, c'était de porter un costard et des talons et pouvoir aller en train au travail. Donc c'est pour ça que j'ai fini par chercher ce développement personnel et professionnel. Mais après avoir passé 10 ans ici à Bruxelles, et même si j'aimais beaucoup ma vie, je me considérais d'avoir eu du succès. Je manquais ce contact avec l'endroit naturel et l'environnement. Et comme je suis pas quelqu'un qui a grandi dans les montagnes, évidemment, ici, il y a beaucoup d'endroits où j'aurais pu satisfaire ces besoins, mais pour moi, c'était juste logique de rentrer chez moi pour pouvoir trouver justement la mer et puis de pouvoir aller dans la nature tous les jours. C'est ce qui passait dans ma tête, c'est que je voulais pas être dans un bureau. Au Mexique, il y a ce qu'on appelle des cénotes dans lesquelles on peut plonger. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un cénote? Alors, c'est un développement, on va dire, géologique où le sol, il est affaibli par l'érosion, par différents processus naturels. Et donc, le sol, il s'affaiblit et ça commence à se casser ou à s'effondrer. Comme on a des grottes souterraines dans la péninsule du Yucatan où toute l'eau fraîche, elle est filtrée, l'eau de la pluie, quand le sol, il s'affaiblit et commence à se casser, le trou donne dans ce réservoir d'eau fraîche. Et donc, petit à petit, ce trou s'élargit et ça devient une belle piscine d'eau claire la plupart des fois, où maintenant, on peut s'immerser puis aller faire des plongées récréatives ou techniques. Chez nous, on peut faire les deux dans les cénotes. Voilà, c'est un processus naturel qui casse la pierre et qui dévoile l'eau souterraine qui se trouve là. Les cénotes, c'est quelque chose qu'on trouve qu'au Mexique ou on peut en retrouver dans d'autres endroits du monde? Alors, ce processus de formation des grottes peut être observé dans beaucoup de pays, notamment sur les endroits qu'on connaît comme le karst. Alors, le karst, c'est un type de roche qui s'est formé de façon sédimentaire et donc c'est à cause de ça que la roche, elle est peu stable et donc elle peut s'érosionner facilement. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on trouve le karst. Donc, c'est pas le seul endroit au monde où on trouve ce type de ce qu'on appelle doline aussi dans les termes géologiques. Mais le mot cénote, c'est un mot qui vient de la langue maya. Et donc, nous, on dit que si on parle des cénotes, c'est au Mexique. Après, c'est un terme qui est devenu très courant dans la plongée technique et donc les gens parlent aussi du Cuba ou en Floride, mais la vérité est que dans chaque endroit, on les appelle un petit peu différemment. Et comme je dis, nous, on est un peu jaloux du terme cénote parce que c'est un mot qui vient des langues originelles du Mexique. Donc, je dirais oui, les cénotes, c'est que au Mexique. Après, il y a beaucoup d'endroits aussi où on trouve ce genre de piscine d'eau dans les forêts ou dans les jungles. Mais je dirais le Mexique, c'est l'endroit où on a la plus grande variété, la plus grande quantité sur une surface quand même réduite à la péninsule. On a aussi des systèmes qui sont les plus longs du monde. Donc ça, c'est unique et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui viennent de tous les pays du monde à se former et à visiter le Mexique pour les grottes. Est-ce que tu sais à peu près quelle longueur font les plus grands cénotes? Alors, quand on parle d'un cénote, c'est vraiment juste l'ouverture. Quand on parle du développement des tunnels ou de la grotte même qui peut relier deux ou plus, alors là, on parle des systèmes. Mais le système des grottes comprend beaucoup de cénotes. Donc, si tu en trouves un cénote dans la jungle et tu commences à l'explorer, à en plonger, si tu arrives à trouver un deuxième, alors ça devient un système. Et donc, au Mexique, il y a des systèmes qui ont des centaines de cénotes. On a des systèmes qui peuvent avoir 300 cénotes connectées. Après, la longueur de chaque système, ça dépend de comment on les est mesurés. Donc, tu vas voir si tu fais un petit peu de recherche que pendant les années, on avait parlé longtemps du système Dos Ojos et système Sakaktoon. Et donc, ces deux systèmes ont été reliés par un plongeur très connu qui s'appelle Robbie Schmittner et une équipe de plongeurs techniques. Ce système, quand il y en a un grand qui se connecte à un plus petit, c'est le nom du grand qui devient le nom du système entier. Donc, dans ce cas-là,
le système dos ojos a été relié à Sakaktoon et le nom Sakaktoon est resté pour ce système qui était jusqu'à très peu de temps le plus long. Et je vais peut-être me tromper parce que les chiffres, c'est pas ce que je fais de mieux, mais c'était autour de 350 kilomètres des grottes. Après, il y a un autre système qui s'appelle Oshbelha. C'est le système qui se trouve au sud de Dos Ojos et donc dans la ville de Tulum, en dessous de la ville de Tulum même. On avait dit longtemps que celui-là était le deuxième le plus large jusqu'à très récemment parce que on a eu des équipes qui ont refait la cartographie du site et le survey. Ce qu'on appelle le survey, c'est justement mesurer toutes les lignes et tous les passages qui existent déjà explorés. Et donc, avec des nouvelles techniques et avec des équipes plus expérimentées, parce que ça fait très longtemps que ces explorations ont été faites, Oshbelha officiellement a pris la place de la grotte la plus longue. Je vais juste dire qu'elle fait 450 kilomètres de long. Je vais peut-être me faire bouffer par les scientifiques et par mes collègues les plongeurs, mais je me rappelle pas exactement le chiffre, donc on va dire elle a juste dépassé Sakaktoon. Alors Tamara, on a une petite surprise pour toi. Une invitée qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, Gaëlle Giesen. Oh, c'est pas vrai! Oh, Gaëlle! Salut Tamara! Salut! Comment ça va? Mais super, super! Mais moi, je me suis dit, si on s'est raté pendant mon voyage en France, il fallait quand même qu'on se parle un petit peu pendant mes vacances. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Ben voilà. Bien joué, Lucie. Donc Gaëlle, tu es astrophysicienne au CNES, championne de parachutisme et détentrice du record du monde de plongée profonde avec une plongée à 222 mètres. Et d'ailleurs, tu fais un petit break actuellement dans une séance d'entraînement en vol relatif. Alors Gaëlle, tu nous avais dit que dans le cadre de la préparation de ton record, tu avais décidé d'aller t'entraîner et te former au Mexique parce que c'est là que sont les meilleurs quand on parle de flottabilité et de stabilité sous l'eau. Et il se trouve que c'est avec Tamara que tu es allée t'entraîner. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette phase de préparation ? Oui, tout à fait. Donc, comme tu le dis, au Mexique, ils sont très très bons en flottabilité. C'est pas profond, donc ça ressemble pas exactement à ce que je voulais faire, mais finalement, on passe beaucoup de temps de notre plongée en fait au palier, donc finalement, c'est pas profond non plus. Et donc, tes paliers sont impeccables. Voilà, grâce à toi en fait, Tamara. Donc effectivement, je suis allée au Mexique et puis j'ai fait un premier cours avec Tamara, cours Sidemount. C'était vraiment super dans les cénotes et puis on a pu faire quelques cavernes, etc. Et voilà, j'avais vraiment adoré ça. On s'est super bien amusé. Et c'était grâce à un petit problème avec ton matériel que tu as fini par venir faire cet entraînement un peu par hasard, quoi. Et par hasard que moi j'étais là aussi quand vous êtes arrivé au magasin. Et donc voilà, tu étais une très bonne élève, Gaëlle. Merci. Et toi, une très bonne prof, effectivement. Tamara, est-ce que tu peux, toi, nous expliquer comment tu as aidé Gaëlle à se préparer ? Est-ce que ça a été que de la formation technique à la plongée ou est-ce qu'il y a eu aussi de la préparation mentale et physique, par exemple avec de la visualisation ou du yoga ? Je dirais une des choses qu'on a travaillé avec Gaëlle, c'était les mouvements et les techniques un peu plus smooth et les mouvements qui sont un peu moins énergétiques, on va dire. Parce qu'il y a une énorme différence entre la plongée dans les eaux un peu plus froides, quand on porte de l'équipement, du matériel qui est beaucoup plus lourd. On a tendance à devoir bouger de façon un peu plus, comment on dirait ça, Gaëlle, toi qui l'as vécu? Énergique, ouais, c'est... Oui, voilà, on bouge avec la force et on essaye de bouger avec la vitesse aussi. Et au Mexique, on travaille beaucoup. La maîtrise, en fait, de... Exactement, Ouais, la maîtrise du corps de façon un peu déconstruite. Donc, on va travailler les parties centrales du corps pour que quand on puisse bouger un bras sur un côté, éloigner un bras de notre centre de gravité, alors que notre corps ne va pas tomber d'un côté. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas vraiment développé un cours de yoga comme tel pour la plongée, mais que je travaillais déjà avec les concepts de cette tension musculaire et de cette mémoire musculaire. Et donc, on a travaillé beaucoup en slow motion pour essayer justement de comprendre quel mouvement
mon corps fait d'un côté pendant que l'autre côté doit se charger de cette stabilité. Gaël est quelqu'un qui est déjà extrêmement fort mentalement. Je pense que aussi dans le parcours dans les airs et maintenant dans les profondeurs et tout ça, elle avait déjà une conscience d'elle-même qui était très développée. Donc je pense que c'est Gaël qui va me donner à moi des cours pour ça, pour que je puisse venir l'assister pendant ses records. Ouais, ça, franchement, faudrait qu'on organise ça, ouais. Gaëlle, toi, tu vas bientôt aller sauter. Alors, avant d'y aller, est-ce que tu aurais une question à poser à Tamara? Alors peut-être vous l'avez déjà posé, mais quelles étaient les prochaines explorations que tu as prévues, Tamara? Non, on n'avait pas encore parlé de l'exploration, mais on va démarrer en novembre à nouveau la deuxième partie de Vanilla Farm. Et donc, c'est pas un nouveau site, mais ça va être beaucoup plus complexe que la première partie parce que on est pratiquement arrivé au bout de nos possibilités humaines. Donc, il va falloir amener peut-être des robots et des extraterrestres pour accomplir ça. Et beaucoup de bouteilles, en tout cas. Donc voilà, et puis un de mes bucket list, c'est de pouvoir aller en Indonésie. Cette année, 24 heures avant le voyage, j'ai dû annuler à cause des forces majeures. Mais donc ça, je le remets tout de suite dans le planning pour l'année prochaine. Voilà. Super, ben, j'ai hâte de voir tout ça. Merci beaucoup, Gaëlle. C'est super gentil d'avoir pris du temps pour nous. Est-ce que toi, tu as des compétitions qui arrivent bientôt? Oui, oui, tout à fait. On va à la Coupe du Monde fin août, Wow. là. Ce sera en Hollande. Donc, pas loin de là où tu es, Tamara. Ben, c'est bientôt, donc bon vol et puis bonne merde aussi, hein. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Donc, nous, on repart aux cénotes. Alors, on connaît la thermocline, donc quand la température de l'eau, elle change d'un coup. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'halocline, un phénomène qu'on rencontre parfois dans les cénotes et qui donne lieu à des photos souvent extraordinaires? Oui, et aussi des photos les plus difficiles à réussir, je pense, parce que on n'a pas plusieurs chances de faire cette photo. Une fois qu'on y nage dedans, c'est fini. Vraiment, le photographe, il a quelques secondes pour y arriver. Donc, le halocline, c'est un terme qui parle de la densité de l'eau. Quand on a deux couches d'eau qui ont une densité différente, on va voir que celle qui est plus lourde, plus dense, elle va se poser au fond et on va avoir par-dessus l'eau qui est plus légère. Dans le cas au Mexique, on a de l'eau de pluie qui se filtre par la roche et qui reste donc sur cette couche d'eau salée. Alors d'où elle vient l'eau salée? Elle vient de la mer. Simplement, elle passe par des passages qui sont dans les parois marines ou elle peut se filtrer aussi à travers la roche. Parce que quand on pense à une roche, on a souvent l'idée que c'est un bloc solide, mais en vrai, au Mexique, la roche, elle est très poreuse. Donc, à l'intérieur de la roche, il y a l'eau qui bouge aussi. Ok. Et ça, c'est un concept intéressant parce que très souvent, on veut trouver le passage d'eau d'un endroit à l'autre pour trouver justement les tunnels, mais l'eau, elle est capable de se transférer à travers la roche aussi. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, on voit beaucoup de flux d'eau, beaucoup de flow, et après, on trouve pas vraiment un passage et on voit carrément que l'eau, elle rentre dans la roche même, ou des fois, on arrive à des endroits où il y a comme des cascades et l'eau, elle sort de la roche. Donc voilà, ça, c'est des jolis phénomènes. Après, la halocline, elle peut être aussi d'eau fraîche à eau fraîche sans que tu puisses goûter le sel dans l'eau. Puis l'effet, elle est un peu moins que quand il s'agit de l'eau salée de la mer. Ce qu'on appelle halocline, alors, c'est cette interface entre les deux couches d'eau, cette ligne très fine qui est entre les deux. Et ça nous donne des changements assez importants visuellement parce que l'eau salée, elle a tendance à être d'un bleu électrique. L'eau fraîche, elle est un peu plus, on va dire, blanche-jaune. Après, on a une température aussi. L'eau salée, elle peut être entre 26 et 28. Et puis l'eau fraîche, elle est généralement 24 ou 25. Donc, quand on traverse cette halocline, on va sentir la différence de température. Et puis, on doit ajuster notre flottabilité aussi, parce que quand on passe de l'eau fraîche et on descend, alors là, on doit beaucoup réfléchir. Si je descends, je devrais normalement ajouter du gaz dans ma stable, mais là, comme je descends dans l'eau salée, il va falloir que je la vide plutôt.
On la trouve normalement autour des 12 mètres. Et au plus loin, on va dans la forêt vers l'ouest, au plus profond qu'on trouve l'eau salée. Donc, si on se rapproche de la côte, cette couche d'eau salée, elle est plus visible tout de suite dans la plongée. D'accord. Même si c'est joli, il y a quand même un côté technique Oui. à avoir derrière. Oui. Et quand on s'entraîne aussi, il faut qu'on planifie à l'avance quels les stages on va utiliser. Si on va faire des plongées qui commencent en eau fraîche et qui vont continuer en eau salée. Là aussi, c'est très technique. Si on plonge avec une combi humide, cette combi humide, elle va être déjà compressée à profondeur. Donc, je dois pas forcément en ajouter du lestage. Mais si je fais ma plongée en combi étanche, alors peut-être que je vais devoir me lester pour l'eau salée plutôt que pour l'eau fraîche. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre dans nos cours au niveau d'entrée pour que ce soit vraiment bien compris pour les niveaux de plongée spéléo. En parlant de technique justement, en 2014, tu deviens instructrice, puis tu te mets au side mount et à l'exploration de grottes. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le côté tech de la plongée? Comme tu dis, j'ai fait ma formation d'instructrice open water en 2014 et naturellement, il y avait beaucoup de plongeurs techniques autour de moi qui plongeaient, qui guidaient dans les cavernes et tout ça. Et moi, j'étais pas spécialement attirée par ce monde, mais après 2 ans, j'avais fait plusieurs plongées en caverne, suivant des groupes ou suivant, forcément, tu as des amis qui sont des guides, donc des fois, ils t'invitent à venir pour passer ton jour de repos ou pour s'amuser. Donc, pendant une de ces plongées, j'ai vu un trou qui était sur le côté d'une des lignes qu'on suivait. J'ai vu des trous, je pense que moi, je rentre dedans et pourquoi est-ce qu'on va pas par là? Et le guide, il m'a dit non, mais ça, c'est des tunnels où tu peux pas y aller parce que tu as pas cette formation. Et j'ai dit, OK, bah, donnez-moi cette formation alors. Et j'ai commencé par faire mon intro to cave. J'ai fait ça en décembre 2016. Et après, tout simplement, j'avais des projets de faire des voyages en plongée scientifique. Et donc, c'est ça qui m'a motivée à continuer des formations et qui m'a montré un côté très différent de la plongée aussi, avec cette possibilité d'avoir un métier qui pouvait se faire sous l'eau. Et donc, c'est ça finalement qui me fait aimer mon travail, c'est que moi, j'aime bien être sous l'eau. Mais une fois que j'ai visité des sites de plongée 2 ou 3 fois, je me sens inutile. Donc, moi, je préfère d'être occupée sous l'eau, d'avoir des tâches, d'avoir des buts spécifiques, des missions. Et voilà. Et donc, c'est ça qui m'a fait continuer sur cette voie-là. Au début, j'avais pas du tout fait side mount. J'étais en bibouteille. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait toute ma formation initiale. Et après, c'est en 2018, j'ai changé à side mount, par contre. C'était difficile. C'était un challenge. Comment est-ce que toi, tu définirais la plongée tech? La plongée technique, bon, il y a beaucoup de définitions officielles, on va dire. Je suis plutôt d'accord avec ces définitions de la communauté ou de l'industrie, mais je dirais aussi que la plongée technique a un côté de mission, d'un objectif précis, de une capacité mentale très raffinée ou très développée pour justement pouvoir atteindre une complexité que la plongée récréative n'a pas généralement. Donc je dirais, voilà, c'est un type de plongée complexe qui vise un objectif précis et qui nous mène à pouvoir développer des habilités très complexes. Ok. Alors, on va parler maintenant side mount. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, ça signifie littéralement montage latéral. Et donc, c'est une façon de porter ses bouteilles de chaque côté du corps sur les flancs plutôt que dans le dos. Et donc, ça permet d'avoir un équilibre qui est très différent, mais ça a aussi des contraintes et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Comme tu as dit, le side mount, ça peut être très stable. Ça peut s'en discuter parce que je trouve que back mount, ça peut être très stable aussi si on arrive à avoir justement cet équilibre entre les pièces de notre équipement et à travailler vraiment avec le trim et avec la tension musculaire du corps. Après, si tu plonges une configuration et que tu es habitué à ça avec les bonnes habitudes et les bonnes techniques, la configuration que tu plonges le plus, c'est celle où tu vas avoir le plus de stabilité.
Donc, j'aime pas rejeter la faute au matériel ou l'équipement parce que après, c'est nous qui gérons l'équipement, tu vois. Ouais. Le système Sidemount a beaucoup d'avantages, mais je continue à dire c'est un système qui doit être utilisé et qui doit être connu et on doit travailler beaucoup pour l'utiliser de façon efficace. Et il y a encore certains endroits où le Sidemount n'est pas ce que moi je préfère. Par exemple, les bateaux. Donc, si on a un bateau, si tu as une plateforme pour entrer à l'eau, si tu as beaucoup des vagues, le Sidemount, c'est vraiment pas le bon outil. Ouais. J'apprécie vraiment les plongeurs qui se forment en backmount et en sidemount et qui ont simplement plus d'outils pour pouvoir faire le type de plongée dont ils ont besoin de la meilleure façon possible. Après, j'ai fait beaucoup des plongées de bateau en sidemount, principalement parce que mon recycleur, je le porte en sidemount. Donc, si je ne veux pas plonger cette configuration-là, il faudrait changer complètement. Pendant cette expérience où j'ai plongé sur les bateaux, j'ai acquis aussi des connaissances et des tips et des façons de faire qui m'aident, mais c'est pas idéal. Oui. Donc, par exemple, dans le cas de la plongée en Sardaigne, il faut partir avec les bateaux qui ont des bords qui sont ronds. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'endroit pour mettre les bouteilles, il n'y a pas d'endroit pour mettre un recycleur comme celui que j'ai. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça aussi que j'avais fait, il y a pas longtemps, la formation avec un autre recycleur qui se porte en backmount pour avoir cette flexibilité, non? Quand je choisis de faire une certaine type de plongée, je vais choisir l'outil qui est le meilleur pour cette plongée-là. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui va dire non, si c'est pas parfait, ne plonge pas non plus. Parce que je pense qu'on a aussi cette capacité de s'adapter. Oui. Mais bon, on devient plus doué quand on a les bons outils. Après, les avantages, on a par exemple la possibilité de porter les bouteilles une par une et de les amener au bord de l'eau. Dans le cas des cénotes, ça c'est vraiment très efficace parce que généralement l'eau elle est près de là où on se garde, donc il s'agit de les bouger et en quelques petites minutes tu es prête. Et ça aide aussi avec les problèmes de dos que toi peut-être tu n'as pas encore et je ne te souhaite pas avoir, mais la plupart des plongeurs techniques qui travaillent pendant des dizaines d'années, on finit tous avec un mal ou l'autre au dos et ça peut avoir aussi avec le fait qu'on porte beaucoup de poids tous les jours. Donc, diviser ce poids en deux et de pouvoir le gérer de façon indépendante, ça aide beaucoup. Après, ça, je pense, c'est une fausse idée sur le sidemount et que on doit aller dans des endroits très petits. Donc, je pense qu'on peut plonger largement sidemount sans devoir faire ça, sans devoir enlever les bouteilles ou enlever le matériel. Mais il existe cette possibilité. Je dirais que si une personne ne veut pas être dans des endroits très restreints, on peut plonger toute sa vie sans devoir les enlever. Donc, c'est pas la raison principale pour laquelle je conseille d'avoir un système sidemount. Et surtout, si on arrive au moment où on voudrait enlever du matériel, ça doit se faire avec de l'entraînement, un suivi par un professionnel ou avoir eu vraiment une expérience assez solide avant de se détacher. Enlever une bouteille, c'est tu enlèves de quoi respirer. Donc, il faut savoir le faire, il faut connaître les endroits où on le fait et puis il faut avoir des techniques aussi. On parle après de la configuration de la grotte même. Il y a des grottes, le plafond, il est très près du sol. Et donc, même si c'est pas des espaces très petits, le large du tunnel, mais la hauteur du passage, elle demande une configuration assez plate qu'on peut pas avoir avec un système bibouteille. Donc voilà, il y a de la flexibilité pour la forme des passages et des tunnels, on va dire. Et puis on a aussi une grande avantage, c'est que on a la redondance absolue, c'est-à-dire nos bouteilles elles sont pas reliées entre elles la plupart des fois dans les systèmes sidemount. Et donc ça veut dire que si j'aurais un problème sur une des bouteilles, tout le gaz qui est préservé dans l'autre bouteille est disponible. Et ça, c'est la petite différence entre backmount et sidemount, c'est que le backmount a un point unique de faille. Et donc, sur l'isolateur, si celui-là il se casserait, on pourrait perdre tout le gaz. C'est pour ça aussi que la plongée en bibouteille se fait généralement avec un binôme. Et puis la plongée en sidemount peut se faire en solo
Après, ça, c'est une autre discussion si on doit le faire ou pas, ou si on se sent de le faire ou pas. Mais il n'y a pas un problème de redondance à ce moment-là si on décide de plonger tout seul. En parcourant ton site internet, on a pu découvrir que désormais tu n'utilises plus de manomètre lorsque tu plonges, Oui. mais uniquement des sondes qui te permettent donc d'afficher le niveau de pression de tes blocs, mais directement sur ton ordinateur. Oui. C'est encore assez rare. La majorité des plongeurs ne font confiance qu'à un manomètre. Ça fait longtemps, en effet, que j'utilise plus les manomètres. Pour moi, c'est fini avec les manomètres parce que j'avais beaucoup des problèmes avec des bulles qui avaient pas une vraie cause. J'ai changé de manomètre, j'ai changé de spindle, la petite pièce qui va à l'intérieur, j'ai changé des O-rings plusieurs fois, j'ai changé des premières étapes, j'ai tout changé et je continuais tout le temps à avoir des fuites. Ces fuites, elles sont pas très graves à la base, mais il fallait toujours que je les répare, que je remplace. Et puis voilà, ça a fini par me convaincre de passer au transmisseur. Et puis c'est une question aussi d'image, que moi j'aime pas avoir des fuites sur moi quand j'essaie d'apprendre des bonnes habitudes aux autres plongeurs, et je veux qu'ils soient à 100% tout le temps, et que si ils identifient une fuite, qu'ils puissent la réparer et puis replonger sans fuite. Donc moi, quand j'avais des fuites constamment, entre deux plongées, il fallait que je sorte de l'eau pour la réparer. Et c'était plus convenable. Donc, j'ai essayé les transmisseurs. Je suis très contente et j'ai jamais eu un problème de gaz avec les transmisseurs. C'est là qu'on commence à parler des problèmes qu'on peut avoir. Et il y a des problèmes qui peuvent arriver avec des manomètres. Il y a des problèmes qui peuvent arriver avec les transmisseurs. Et donc, il faut évaluer la fréquence de ces problèmes, la gravité de ces problèmes, et après décider ce qui est le plus important pour nous. Si c'est des fuites très fréquents et pas très graves, ben peut-être que la personne décidera de rester avec manomètre. Mais si les fuites sont graves, comme dans le cas où le joint se casse, ben on peut pas continuer une plongée comme ça, et donc ça devient un problème plus important. Après, les problèmes qui sont pas un problème de gaz, c'est-à-dire il n'y a pas du gaz qui échappe de mon système, c'est pas des problèmes très graves, parce que le gaz il est là, donc je peux continuer à le respirer. Quand on fait une planification de la plongée, qui veut dire que soigneusement je vais planifier mes tiers et que je suis consciente pendant la plongée de ma consommation, et que j'ai fait une expérience progressive dans les caves, que j'ai connu les endroits petit à petit, j'ai pris de l'expérience, je me connais aussi à moi et ma consommation. Et donc, quand on arrive à avoir un problème de lecture, ce qui est le plus souvent le cas avec les transmisseurs, les problèmes qu'on a, c'est qu'on a perdu la connexion et on n'arrive pas à lire notre pression. Mais si je peux pas lire ma pression, le gaz, il n'a pas échappé, il est là. Donc, c'est une question d'information. Et avoir l'information ne veut pas dire que j'ai pas le gaz ou pas. C'est la planification qui me dit si j'ai le gaz. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai confiance avec cette méthode, et je me dis, si j'ai un problème de lecture, je fais demi-tour et je rentre pareil que comme je ferais si j'avais une fuite, en fait. Donc, le protocole, il ne change pas. Ouais. Par contre, c'est moins urgent de sortir si j'ai pas un problème de fuite et j'ai un problème de connexion. C'est pas urgent de sortir. Ouais. Parce que je vais passer exactement les mêmes endroits d'où je suis venue, et je connais déjà le profil de la plongée parce que je viens d'y être. Donc, on n'a pas les mêmes effets ou les mêmes conséquences que quand on est en plongée en mer, notamment en plongée avec des compressions ou avec des plongées profondes. Une solution qui est peut-être chère mais qui existe, c'est d'avoir deux ordinateurs. Donc, s'il y a un ordinateur qui se casse, il y en a un autre. Ça devient de plus en plus courant. Et après, si on a un problème de transmission, donc c'est le pod qui est cassé, à ce moment-là, on n'a pas une autre solution. Alors, la raison pour laquelle moi, j'aime pas avoir un manomètre en backup, c'est parce que j'ai une mauvaise expérience avec les manomètres, donc je vais pas en rajouter. La source de mes problèmes à une solution qui avait, en fait, enlevé les points de fuite, les points de rupture. J'ai eu le temps de les tester assez largement, et donc c'est aussi quelque chose que je vais pas imposer sur les autres. Si la personne ne sent pas la confiance par rapport au transmisseur, il faut pas qu'il plonge avec. Et ça, c'est pour tout le matériel, pas seulement pour les transmisseurs, c'est pour tout le matériel. À un moment, il faut faire confiance. Parce que quand on commence, on fait des petites plongées qui durent une demi-heure, une heure, mais au fur et à mesure, on finit par faire des longues plongées
dans des endroits qui sont quand même hostiles. Donc, il faut pas avoir ça à l'arrière de la tête que mon truc, il va se casser. Parce que sinon, on n'est pas tranquille, on n'est pas dans le bon état mental. Après, je suis pas quelqu'un qui va interdire ou qui va imposer. J'introduis les concepts, c'est les plongeurs qui décident, même étant élève. Donc, si le système est sécuritaire, si le système est efficace et si le système ne pose pas d'autres problèmes, mes élèves, ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent. Ce qui arrive souvent, c'est qu'ils veulent faire à sa manière. Et après, il y a des difficultés avec la technique ou des emmêlements et tout ça. À ce moment-là, je dis, tu dois décider si tu prends un manomètre ou un transmisseur, mais les deux, tu es pas capable de le gérer. Donc, décide lequel tu vas garder. D'avoir plus, c'est pas toujours mieux. Des fois, il faut être plus minimaliste et ça, c'est une caractéristique aussi de la plongée au Mexique. Ce qu'on appelle Mexico Style, c'est minimaliste. On imagine bien que dans un milieu fermé où il n'est pas possible d'accéder directement et facilement à la surface, il faut prendre des précautions particulières. Alors comment est-ce qu'on gère le gaz, que ce soit de l'air ou des mélanges nitrox ou trimix, quand on plonge dans les grottes et quelles sont les règles à propos de ça? On a des règles qui dépendent du niveau. Donc, par exemple, quand on est au niveau de caverne ou au niveau de intro to cave, Cave 1, dans plusieurs agences, on parle des sixièmes. Donc, on va utiliser un sixième de notre gaz pour aller sous plafond et puis on utilisera un sixième pour sortir. Donc, ça veut dire qu'au niveau d'entrée de la plongée spéléo, on est limité avec une consommation de gaz qui est quand même assez réduite. On n'a pas beaucoup de marge pour faire des longues plongées. Alors ça se discute un peu parce qu'au Mexique, on n'a pas des vraies profondeurs. Donc, quand on est dans des grottes à 5 mètres, on peut utiliser un système de bouteilles et ça peut durer 1 heure donc ou plus. Donc, voilà, le niveau d'entrée, et il doit être limité aussi par d'autres facteurs, pas seulement par la consommation du gaz. Et donc, c'est pour ça qu'on a des règles comme la navigation linéale. Donc, on peut pas faire des intersections ou des sauts vers d'autres passages au niveau d'entrée. Et puis, on doit rester hors les restrictions. Les plongeurs qui commencent leur parcours vont avoir plusieurs limites pour pouvoir gagner de l'expérience d'une façon qui reste assez sécuritaire et avec beaucoup de marge de gaz. Donc, s'ils avaient un problème, ils ont beaucoup de gaz pour pouvoir le résoudre et puis pouvoir sortir. Quand on passe au niveau full cave, on commence à parler des tiers. Donc, des règles des tiers, ça veut dire un tiers pour y aller, un tiers pour entrer, et on aurait toujours un tiers du gaz qui n'est pas respiré, qu'on va pas toucher parce que ce gaz, il appartiendrait à nos binômes si jamais lui, il serait son gaz au point le plus loin de la sortie. Donc, voilà. La règle des tiers, c'est le strict minimum qu'on peut faire en plongée spéléo, mais ça reste le devoir du plongeur de estimer si la règle de tiers est une règle correcte pour la plongée qu'ils vont planifier et qu'ils vont faire. On peut faire la règle des quarts et donc avec un quart je rentrerai, avec un quart je sortirai et un quart c'est ma réserve pour mon binôme au cas où il aurait besoin et je serai toujours avec un quart de la bouteille. Pourquoi? Parce que si on calcule les tiers et on considère que au point le plus loin de la plongée, quelqu'un est resté sans gaz dans leur bouteille, ça va pas être une situation où on va être très calme. On va sûrement avoir un peu de stress, on va sûrement avoir une consommation un peu plus exagérée pendant ces minutes que ça dure l'échange, la communication et la préparation pour sortir en partageant du gaz. Donc c'est possible qu'on va respirer plus qu'un seul tiers. Après, on a aussi connaissance sur le fait que les manomètres, ils peuvent être déréglés légèrement. Donc, quand tu vois 210 bars, peut-être que c'était 205. Et donc, là, on va être à 5 bars près. Quand on voudra sortir, on aura pensé qu'on avait 70 bars pour y aller, mais en gros, on avait moins. Donc, la règle des tiers, même si c'est la règle la plus utilisée, elle est quand même à la limite de ce qu'on peut faire. Les plongeurs, ils peuvent décider s'ils ajoutent un facteur plus conservateur ou pas. Ça, c'est une fois que tu es formé, c'est toi qui prennes les décisions. Après, il y a d'autres façons de calculer le gaz plus avancées. Puis surtout, je dirais, il faut prendre en compte l'expérience. On a des limites sur nos standards d'entraînement, mais finalement, l'expérience, c'est un élément qui joue beaucoup.
comment on se sent à distance, comment on se sent après avoir nagé 1 heure dans une grotte où on sait qu'on n'a pas une autre sortie. Tout ça, ça doit se développer progressivement. Mais donc au final, en fait, c'est propre à chacun de choisir en fonction de son expérience, de son ressenti, etc. Et comme dans tous les sujets, il faut faire des décisions informées. Ouais. C'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'on fait. Après, tu peux décider, mais on peut pas avoir des mentalités qui sont fixées sur un concept dont on n'a pas vraiment connaissance. Donc, il faudrait que je connaisse les autres options pour dire que les autres ne sont pas les meilleures options pour moi. Et puis, c'est très important aussi. Ce que je fais, c'est le plus important et le mieux pour moi, mais pas pour tout le monde. Les autres personnes ont des besoins différents, donc ça, il faut le dire aussi. Ouais. C'est pas une religion. Tu plonges aussi avec un recycleur. Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à la plongée en circuit ouvert, que ce soit en side mount ou pas? Alors, moi, je plonge en recycleur depuis 2021 et la plupart de mes plongées en recycleur, je les ai faites entre 2023 et maintenant. Donc, c'est les dernières 2 années que j'ai plongé quasiment que du recycleur. J'enseigne en circuit ouvert, mais toute la plongée que je fais pour moi, pour les projets, c'est en recycleur. Le recycleur a un facteur de sécurité dont on parle pas beaucoup ou assez, et je considère que c'est quelque chose qui doit être introduit dans les conversations. Pourquoi on vient à plonger un recycleur? Il y a des différentes raisons. Mais une des raisons, c'est que quand tu plonges au recycleur, tes bouteilles, elles sont presque pleines à la fin de la plongée. Donc, si tu avais un problème où tu devais sortir en urgence, tu as tout ce gaz pour pouvoir résoudre des problèmes et pour pouvoir sortir. Après, le calcul des gaz avec les recycleurs, c'est différent du circuit ouvert. Il y a beaucoup de variables à comprendre et à tenir en compte. Donc, je ne vais pas parler beaucoup sur ça maintenant. Mais dans le concept, tout mon gaz est là. Donc, si je veux sortir, en bail-out ou pas, j'ai beaucoup de gaz pour pouvoir le faire. Beaucoup de gaz pour pouvoir partager. Beaucoup de gaz pour pouvoir m'arrêter si j'ai un problème physique et que j'ai besoin de faire une pause. Donc, la montre n'est pas en train de faire TikTok en me disant que j'ai plus de gaz comme en circuit ouvert. Ouais. Après, on a dans le milieu d'exploration beaucoup de sédiments dans les parois et dans les plafonds des grottes. Et en recycleur, tu ne décroches pas ce sédiment, donc tu peux préserver la bonne visibilité pendant la majorité de la plongée. Ce qui se passe avec le milieu des grottes au Mexique, c'est que les bulles d'une expiration vont frapper le plafond et donc ça va décrocher des morceaux de pierre et de la poussière. Donc ça peut aller très vite. D'un moment à l'autre, tu n'as plus de visibilité. Et donc, c'est un avantage de conservation aussi parce que on n'est pas en train de dégrader la grotte avec nos bulles. Après, moi, la plongée en recycleur, ça m'a apporté un développement de mon style de plongée, de ma technique, qui a été vraiment un saut assez large. Donc, je peux dire, quand j'ai fait la plongée en recycleur, j'ai compris beaucoup des choses de la théorie, de la physiologie, de la théorie des gaz et tout ça, qui étaient des connaissances un peu superficielles pour moi en tant qu'instructrice avant. Et donc, avec la plongée en recycleur, j'ai beaucoup approfondi la connaissance des concepts de la physiologie de la plongée et des caractéristiques des gaz et tout ça. Donc, je considère que c'est vraiment comme apprendre à plonger à nouveau. Et en termes de flottabilité aussi, c'est de recommencer à comprendre où il est le gaz et où est-ce que j'ai besoin qu'il soit et comment je le fais passer d'un endroit à l'autre. Donc ça, quand tu as déjà fait beaucoup de plongées différentes et tu en reviens au recycleur, tu dois commencer presque à zéro. Donc voilà, c'était un grand challenge pour moi et comme toute la plongée que j'ai fait technique dans ma vie, c'est le challenge qui me maintient intéressée et donc comme c'était quelque chose de difficile, je me suis vraiment mise et je voulais le maîtriser. Donc tout ça, c'est une belle aventure. Et est-ce qu'il y a un modèle ou une marque de recycleur qui est particulièrement adaptée à la plongée en grotte? Alors, des grottes, on a beaucoup de types différents des grottes. Donc, je dirais pas, il y en a qu'un seul recycleur. Mais pour moi, plus que le type de grotte, c'est le type de plongée que je faisais déjà avant aller en recycleur. J'explique, si je plonge en side mount et je dois pas changer ma configuration, mais que j'ajoute seulement le recycleur
dans un profil qui ne change pas vraiment le reste de mon matériel. Ce saut dont on parlait est un peu moindre parce que je ne dois pas réapprendre ma position, je ne dois pas réapprendre où il se trouve chaque partie de mon équipement. Et donc, dans ce sens-là, ça a été un avantage pour moi en plongeant le chlore que j'ai, le Sidewinder. Et puis, la deuxième chose, c'est la taille du récycleur. Donc, ce récycleur a une configuration avec le canister, c'est l'endroit où on met l'absorbant pour nettoyer le gaz, et il est divisé en 2 parties. Au lieu d'en avoir un grand, on a 2 petits. Et ça colle très bien sur l'arrière des côtes, on va dire, faisant que tu te sens pas encombré. Donc, suite à ça, oui, pour moi, c'est le meilleur recycleur que moi, je peux utiliser dans les grottes au Mexique. Après, il y a des grottes qui sont beaucoup plus profondes et donc les gens peuvent avoir des opinions différentes. Je pense aussi que quand tu as accès à un seul type de matériel, tu peux trouver des façons où ce genre de machine va faire ce dont tu as besoin. Sinon, on aurait tous 10 recycleurs différents et moi, j'en ai qu'un. C'est pareil que pour la plongée en mer. Il y a des recycleurs qui peuvent être mieux pour la plongée à 150 mètres, mais c'est pas le recycleur que j'ai. Donc, je dois décider, soit je vais développer une technique, modifier mon matériel et développer d'autres façons de le faire. Soit j'achète un autre recycleur, soit je fais pas ce type de plongée. Donc, le concept continue. Il faut bien se renseigner, bien comprendre, et puis on fait des choix. Alors aujourd'hui, ton activité professionnelle tourne beaucoup autour de la formation. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu à quoi ça ressemble une semaine de formation avec toi? Mon activité professionnelle tourne que autour de la formation, je peux dire. Ça fait partie aussi d'une philosophie de vie parce que quand tu fais la même chose tous les jours, tu peux devenir très précis et très confortable à ce que tu fais. Alors ça a des avantages et des désavantages aussi parce que si je fais le même type de plongée tous les jours au même endroit, je deviens très bonne à ça, mais donc quand je pars en Pologne, je suis vraiment pas bonne à plonger profond en eau froide. Donc c'est pour ça aussi que pour devenir une meilleure instructrice, je me suis fait le propos de voyager, d'aller voir d'autres milieux. Et donc, ça fait en tout que une formation avec moi, c'est chargé de beaucoup d'expériences, des histoires et des anecdotes personnelles où je partage comment on utilise les techniques que j'enseigne dans des contextes réels. C'est des techniques qui sont prouvées, c'est des techniques que j'ai utilisées pour des plongées assez avancées. Donc, si toi, Lucie, tu viens t'entraîner avec moi, tu veux avoir plus de raisons pour suivre les instructions qu'on te donne. Si je te dis, tu dois faire ça parce que je l'ai dit, il n'y a pas une grande valeur pour tenir ces concepts. Mais si je te dis, Lucie, si un jour tu plonges sous plafond, cette technique-là, elle va te servir à ça, et elle va prévenir ces problèmes-là et ces problèmes-là. Donc, du début, tu peux avoir un niveau qui te permet de continuer au niveau suivant sans avoir des grands problèmes d'ajustement. J'enseigne des longues heures, donc les journées avec moi sont longues, entre 8h et 18h. On n'a presque pas de moment où on n'a rien à faire. Donc c'est tout le temps gérer la voiture, gérer le matériel, gérer le site de plongée. Mais le moment pour manger, pour moi, c'est sacré. Pendant mes cours, il y a toujours un moment pour manger, à midi, et il y a toujours un moment pour un café et un snack avant qu'on reprenne l'après-midi parce que on est des êtres humains et que j'aime beaucoup manger. Donc il faut qu'on soit toujours bien dormi, bien mangé. Et donc même s'il y a un côté strict dans la pratique et dans la formation, j'essaie que les élèves aient aussi cette confiance de dire tu sais quoi, je suis fatiguée, je peux pas continuer, donc on modifie le planning. C'est ça qui rend la formation faite sur mesure. Oui. C'est à quoi je me suis vraiment spécialisée. On n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même capacité d'être attentive et donc que je puisse faire ça one-on-one et donc de faire des formations qui sont privées, ça aide au développement des élèves. Il n'y a pas tout le monde qui peut être attentif le matin. Il y a des gens qui peuvent mieux plonger le matin et mieux écouter une classe l'après-midi. Donc tout ça, ça fait que le programme, il peut changer. Et après, moi, je sais que tout peut changer d'un jour à l'autre. C'est là que je travaille beaucoup les visualisations et puis le renforcement positif. C'est que
Moi, je continue la formation tant que je vois du progrès. Et des fois, les élèves, ils voient pas leur propre progrès. Donc, ils sont très durs avec eux-mêmes. Et moi, je dois faire coach. Je dois trouver les façons de mettre le focus de la personne sur les choses qu'on peut y arriver à faire. Et voilà, la répétition, on répète, on répète, on répète parce que c'est là qu'on trouve le mouvement automatique. Ouais. À ce sujet-là, j'avais pas annoncé ça, mais je te donne la première. Moi, je vais devenir coach en psychologie positive l'année prochaine. Je me suis inscrite à une formation de 9 mois où je vais justement apprendre plus d'outils que je peux utiliser pour la formation mentale et pour le coaching des personnes. Parce que finalement, la technique, tu peux la lire dans un livre, tu peux regarder des vidéos, mais la partie humaine, c'est le plus difficile à pouvoir enseigner. La partie où on a peur, la partie où on est frustré, la partie où on trouve vraiment la limite de nos capacités et on doit sortir de là pour grandir et pour devenir un autre plongeur. Et c'est là que je veux soutenir mes plongeurs et mes élèves à un niveau un peu plus professionnel. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend pendant ce parcours d'être instructeur, mais il n'y a pas un livre, il n'y a pas un instructeur qui va te dire comment faire. Donc ça, c'est des choses que tu dois développer tout seul pour pouvoir complémenter la partie technique qui est déjà assez dure. Bah, c'est génial, parce que c'est quand même super important le côté humain pour passer une bonne formation. Oui. Apprendre à changer un détendeur, ça c'est facile, tout le monde peut le faire. Apprendre à enlever un masque, tout le monde peut le faire, mais les sentiments, les émotions et la perception qu'on a des situations et de nous-mêmes et de nos collègues, ça peut changer largement comment on suit une formation. Bah, moi, je l'ai vécu récemment à Lanzarote et le côté humain des personnes avec qui je plongeais. D'ailleurs, je les remercie encore. Gros bisous à Eric et Géraldine, ça a vraiment tout changé. Ouais. Ah, tu as plongé avec eux? Ouais. Moi, je les ai jamais rencontrés, mais il paraît qu'ils sont des gens exceptionnels. J'ai toujours entendu des bonnes choses. Ouais, c'est vraiment de super personnes. D'ailleurs, je précise quand même pour les gens que ça pourrait intéresser que toi, tu peux faire les formations en anglais, en espagnol et aussi en français. En effet, et pour moi, le plus dur, c'est de les faire en espagnol parce que c'est la langue que je parle le moins dans mon quotidien. Donc, On n'a pas pensé. quand tu fais un cours de haut niveau, tu as un peu peur que tu vas pas comprendre exactement les mots techniques et tout ça, donc ça aide beaucoup. Même des fois, les plongeurs parlent bien anglais, mais quand je peux confirmer des concepts en français, ça aide aussi que ce soit à 100% compris. Alors, toi, est-ce que tu plonges que dans les cénotes ou est-ce que tu plonges encore un peu en mer? Je le fais pour mon propre plaisir parce que j'adore la mer et parce que mon père il a 2 bateaux, donc j'ai un peu cette possibilité de pouvoir sauter sur le bateau plus ou moins quand je veux. Mais toutes mes formations sont dans les cénotes et puis les explorations aussi. La mer pour moi c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du contact toute l'année, mais j'ai pas vraiment des formations en mer en ce moment. Après, on a beaucoup d'échangements avec la météo, donc c'est pas évident sur des formations où il y a, par exemple, le sidemount ou un throw to take, je pourrais le faire en mer, mais on dépend beaucoup des vents et des tempêtes. Et donc, en été, on a les tempêtes des ouragans, et puis en hiver, on a les vents du nord. Donc, gérer l'agenda, ça peut être très difficile quand on a un temps limité. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Mais par exemple, j'avais été dans un projet aux îles Marshall, là c'était en mer, en Alaska c'était en mer aussi. J'avais fait un projet avec des lamantins aussi au sud de Quintana Roo. Donc moi je plonge dans toutes les flaques d'eau du monde et il y a vraiment pas un seul endroit où j'irai pas plonger. Toi qui connais bien les cénotes, moi je suis donc une plongeuse très débutante. Si tu devais choisir un seul cénote pour m'emmener plonger et que j'en garde le souvenir toute ma vie, ce serait lequel? Ça c'est difficile à répondre. Difficile et facile parce que n'importe quelle cénote va être spectaculaire et il y en a pas un qui est moche. Mais je pense que normalement on fait 2 par jour. On fait des combis, une profonde et une pas profonde ou quelque chose comme ça. Et je pense que si tu faisais une cénote qui s'appelle Dreamgate, tu serais complètement émerveillé. Et si on avait 2 plongées à faire, on ferait The Pit en premier et ensuite Dreamgate. Il y a beaucoup d'endroits très différents l'un de l'autre. J'aime bien aussi aller un peu plus loin dans la péninsule du Yucatan, dans la partie de Mérida et Valladolid, parce que c'est des côtés un peu moins répandus entre les touristes et donc tu peux avoir des expériences plus typiques, on va dire, dans les villages mayas et
tu découvres d'autres endroits. Donc, dernièrement, je me suis mise aussi à faire un peu de détour par là. Surtout quand les plongeurs ont visité déjà plusieurs fois le Quintana Roo et qu'ils ont vu 10-12 sites. Je peux offrir d'aller un peu plus loin et ça fait toujours des road trips très fun et à la découverte de la culture aussi. C'est génial. Et alors, quelle est la meilleure saison pour plonger au Mexique? Pour les grottes et pour les cénotes, il n'y a pas de saison parce que ils sont pas affectés par la météo. Justement, ça me permet de donner tous les cours et faire toutes les visites. Pour la météo à l'extérieur de l'eau, en été, il fait très chaud. Donc, si tu vas venir entre avril et septembre, il faut être prêt à avoir des températures 35-38. Moi, je plonge tous les jours de l'année, mais il y a des personnes qui sont plus sensibles à la chaleur et donc l'été, il faut alors éviter parce que c'est juste trop chaud. Pendant l'hiver, il fait un peu plus frais, mais on a beaucoup de soleil et on a des températures autour de 20-25, donc c'est agréable. Mais par contre là, on peut avoir des vents qui sont un peu forts du nord et donc ça empêche un petit peu l'expérience de la plage. Donc si les personnes vont venir que dans les cénotes et aller un peu plus à l'ouest dans les terres, c'est parfait. Mais si tu veux un séjour qui a un peu de plage aussi, c'est mieux pendant l'été quand il fait chaud. Donc on peut pas tout avoir, mais voilà, ça pour dire au Mexique on plonge toute l'année. Et même quand il y a la tempête à l'extérieur, quand on va dans les cénotes, l'eau elle est calme. On n'a pas des siphons ou on n'a pas des grands courants d'eau qui se font avec les pluies. Ouais. Donc voilà. Moi, j'adorerais plonger dans les cénotes, je trouve ça magnifique, mais le côté où parfois on voit des gens qui doivent passer dans des passages super étroits ou super bas et tout, c'est un truc qui me fait un peu peur. Donc, est-ce qu'on peut plonger dans les cénotes sans pour autant se retrouver dans des chemins un peu Oui, tout serrés, tout petits, etc. bien sûr. Moi, je dis toujours que le plus impressionnant sous les grottes, c'est la largeur et pas les endroits petits. Parce que quand tu es à l'intérieur, je dirais, tu peux pas imaginer combien ça peut avoir de la place. Donc, il y a des endroits où tu pourrais mettre un avion dedans. Pour la plongée récréative, on interdit de passer les restrictions, c'est-à-dire, on doit toujours pouvoir nager deux plongeurs un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'il y aura toujours la place au moins pour deux plongeurs ensemble. Et cette restriction, d'ailleurs, ça reste pendant la formation de caverne jusqu'à la formation de intro de cave. On ne peut pas être dans des endroits restreints qui ne permettent pas de plongeurs de passer en même temps. Les plongées que on a désignées pour être les cénotes qu'on visite en tant que plongeurs récréatifs, la plupart d'entre eux, c'est vraiment très large. Et après, si tu fais 2 ou 3 jours de plongée, on commence à t'amener à des endroits où peut-être le plafond, il est un peu plus bas. Peut-être il y a des passages entre deux rochers, mais tu seras jamais dans des tunnels restreints. Ça fait partie des règles de sécurité. Ok, ça marche, merci. On sait que les cénotes, ce sont des écosystèmes qui sont menacés par le tourisme et l'urbanisme. Est-ce que vous menez des actions pour tenter de les préserver au Mexique? Bon, ça c'est un sujet qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. C'est une question de conservation au niveau de développement des villes. C'est une question qui touche le tourisme, c'est une question qui touche les systèmes de l'eau de la ville aussi, qui dans beaucoup de cas sont très vieux et très basiques. C'est un sujet qui touche aussi l'économie de la société, donc le fait que les gens doivent développer la zone pour avoir des métiers. De dire qu'il y a une seule action qu'on doit faire, c'est très complexe, hein, c'est très compliqué. Moi, je suis née en 1983 et quand moi j'ai grandi, il y avait une petite rue qui liait les villages et puis il y avait de la vie sauvage et beaucoup d'animaux de partout, des singes, des crocodiles, des renards et beaucoup des perroquets, des oiseaux exotiques et maintenant on les voit presque plus. On commence à se demander si on a besoin de construire encore des autoroutes ou de faire un train ou de faire un autre centre commercial. Tout ça, c'est difficile à aborder. En tant qu'instructrice, que je puisse transmettre l'importance des environnements locaux et des écosystèmes locaux aux plongeurs, parce que finalement, de plonger à un endroit, ça devrait vouloir dire que tu vas connaître cet endroit, que tu vas investiguer sur les espèces et que tu vas connaître comment cet endroit s'est formé et tout ça.
Et donc, il y a des parties de la formation qui parlent de l'écologie et de la conservation des grottes et des relations humaines aussi avec les gens de la Terre. Il y a des collectifs qui font des travaux légaux pour arrêter les projets qui sont nocifs pour l'environnement. Il y a des activistes qui se sont mis ensemble pour documenter et des actions très valiantes et très dangereuses aussi pour pouvoir montrer ce qui se passe derrière les rideaux. Parce que la jungle est tellement large que nous, on peut pas se rendre compte que à côté, on a peut-être coupé tous les arbres. Et donc, il y a beaucoup des actions dans la zone. Actuellement, je suis pas active dans les collectifs. Je soutiens et je pense que de mon côté, je fais ce que moi je peux pour encourager les gens et pour pouvoir leur transmettre un vrai sens de la protection de ces endroits. Au Mexique, c'est aussi connu que les activistes souffrent beaucoup d'agressions et que c'est un milieu dangereux. Donc, les collègues qui participent à ça et qui sont actifs, c'est vraiment une fierté, je pense, d'avoir des plongeurs spéléo et des plongeurs en général qui se sont mis collectivement à demander des changements au gouvernement et tout ça. C'est pas facile et c'est aussi très dur émotionnellement de défendre la Terre. J'avais travaillé avant dans des projets de protection et de conservation avant que je commence avec les grottes. Et donc, j'avais vécu ça d'un autre point de vue, mais c'est un parcours qui demande beaucoup d'investissement de temps et d'énergie et qui est d'une part dangereux aussi d'y aller contre les grandes sociétés ou contre le gouvernement. Tout ça, c'est assez délicat. Tu as un parcours en plongée scientifique. Est-ce que tu penses que ça change ta manière d'enseigner et d'explorer? Oui, j'avais fait beaucoup de volontariat en plongée scientifique et donc après 4 ans de faire ça, j'avais décidé de faire un diplôme pour avoir plus formellement, on va dire, ce parcours que j'avais choisi. Alors, je pense que mon entraînement technique, ça a beaucoup aidé ma plongée scientifique et la plongée scientifique, ça a beaucoup aidé aussi dans le sens où il y a une adaptation. Il faut toujours pouvoir s'adapter dans le milieu aquatique à des choses qu'on n'a pas prévues. Et il faut avoir une ouverture d'esprit parce que en plongée scientifique, on doit gérer beaucoup de matériel, d'équipements, des outils très spécifiques et très précis pour pouvoir prendre des échantillons, pour pouvoir collecter des informations, des datas. Et donc, je pense que ça m'a donné une vue très appliquée de la plongée technique. Comme je disais avant, quand on parle de la bonne flottabilité, ça peut être très chouette de voir quelqu'un qui a une bonne flottabilité, mais si tu arrives à utiliser ça dans un milieu où tu dois vraiment pas bouger parce que tu pourrais casser les coraux et que tu dois faire une collecte des œufs pendant la ponte des coraux, alors là, la vraie habilité prend une valeur qui n'était pas évidente avant. La plongée scientifique m'a donné des exemples de la pratique que j'utilise pendant l'enseignement et puis l'enseignement de la plongée technique, ça m'a donné des outils pour pouvoir faire ces missions de façon plus efficace. Donc, c'est relié. On a eu l'occasion de te voir apparaître dans une petite vidéo de la conférence Pink is the New Black de notre copine Saneu lors du Salon de la plongée 2025 sur le thème des femmes dans le milieu de la plongée technique. Oui. Tu es une femme dans un milieu qui est encore très masculin, celui de la plongée, et peut-être encore plus masculin dans la plongée technique. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés pour t'imposer dans ce milieu en tant que femme? Je pense que les difficultés sont les mêmes dans tous les milieux. Et donc, les challenges que je peux trouver là, c'est peut-être les mêmes qu'un médecin ou un ingénieur. Je pense pas qu'ils sont spécifiques à la plongée. Et je pense aussi que les femmes ont fait les mêmes formations que les hommes, on est formé par les mêmes personnes que les hommes, on plonge les mêmes endroits, les mêmes recycleurs, le même matériel. Ce qui n'a pas encore changé, c'est la façon de voir les femmes dans la plongée technique. Il y a beaucoup d'idées et beaucoup, on parle sur le fait justement qu'on a des difficultés et on parle pas assez des choses qu'on réussit. Donc, on se concentre un petit peu trop sur le fait que le milieu est masculin, mais on oublie de mettre en avant les projets que les femmes développent sans devoir mentionner que c'est des femmes. Parce que un homme, on va jamais demander qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être un homme dans la plongée, on va jamais poser cette question. Mais pour les femmes, c'est des premières questions qu'on nous pose.
au lieu de demander quel était l'objectif de ta mission aux îles Marshall. Donc directement, les femmes, on est dans une case où si tu es femme, les choses vont être difficiles. Après, de devenir le même niveau qu'un homme, c'est le même effort, c'est le même parcours, c'est les mêmes heures pour devenir professionnel ou pour pouvoir atteindre un certain niveau. Il y a des différences dans la façon dont on pense et on agit, et nos corps sont différents, notre force est différente. Mais je dirais le changement le plus grand qu'on puisse avoir, c'est le changement de mentalité. Et puis l'inclusion, ça veut dire aussi ne pas devoir demander aux filles comment ça se passe chez les filles. On peut juste parler des plongeurs pour que justement on atteigne cette égalité dans les genres. On a assez évolué dans les centres de plongée, on est assez évolué dans les écoles de plongée. On est tous contents qu'on ait de plus en plus des femmes. Les hommes sont contents qu'on soit plus nombreuses dans les business de plongée et tout ça. Je pense pas que le rôle des femmes aujourd'hui doit continuer à être un exemple parce que on est des femmes. On doit être un exemple comme les autres sont un exemple aussi. Souvent, on me demande aussi si j'entraîne beaucoup des femmes, mais moi j'entraîne des hommes et j'entraîne des femmes. J'ai pas une spécialité pour un genre ou l'autre. C'est très important. Au lieu de continuer à voir où est-ce qu'on manque de visibilité, donnons tout de suite la visibilité et ça va s'équilibrer tout seul, je pense. Il y a aussi des choses dont on parle pas assez, par exemple le fait que le matériel il est conçu la plupart des fois par des hommes et donc ça s'adapte pas toujours au corps des femmes. Et il y a beaucoup de travail à faire pour que ça corresponde. Et ça implique pas seulement le faire en couleur rose, ça veut dire aussi d'analyser l'anatomie. Il y a beaucoup de chemins à faire dans la science. Par exemple, les études de la décompression dans le corps des femmes. Il faut mener la conversation vers ces endroits-là où on a vraiment besoin d'en parler plus. Parmi tes projets de recherche et d'exploration, il y a Vanilla Farm. Tu l'as évoqué tout à l'heure avec Gaëlle. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cette aventure? Vanilla Farm, c'est un système maintenant qui a 5 entrées différentes. De ces 5 entrées, il y en a 3 qui sont des entrées qu'on appelle viables, c'est-à-dire qu'on a besoin de pas grand-chose pour pouvoir y accéder. Il y a 2 autres entrées qui sont des puits assez hauts. Depuis le 29 novembre de l'année passée, qu'on a commencé mon partenaire d'exploration qui s'appelle Jack. Tout le monde le connaît par Instagram, mais personne ne sait qui c'est parce que lui, il est très discret et il travaille pas dans la plongée. Et le week-end, on explore ensemble. On a commencé cette exploration et vite fait, on s'est rendu compte que il y avait vraiment trop de passages et trop de tunnels. Donc, on a mis en place un projet qui était beaucoup plus grand de ce qu'on pensait à la base. Et ça nous a permis qu'après plusieurs années d'entraînement et justement d'acquérir les techniques et d'avoir tout le matériel, on s'est préparé pendant très longtemps avant de pouvoir trouver Vanilla Farm. Et pendant cette préparation, on se disait un jour on va trouver une grotte trop large qu'on va pas arrêter de l'explorer. Et donc voilà, le jour où c'est arrivé, on s'est dit, si c'est la dernière chose que j'ai fait dans ma vie, j'aurais accompli mon rêve parce que ça a pris des longues années où on a vraiment dû marcher longtemps dans la jungle sans rien trouver, aller dans des trous pourris où il y avait rien, essayer des endroits où on avait refait des maps et des cartes et où on était sûr il y aurait des choses, il y avait rien. Donc voilà, on en a parlé de Vanilla Farm avant qu'on l'ait trouvée et on savait qu'elle existait, mais on savait juste pas où. Jusqu'au jour où Jack l'a trouvé en marchant. On a une histoire vraiment de persévérance et de persistance. Et maintenant, on a exploré 10 kilomètres des grottes entre Jack et moi. C'est un projet assez large qu'on a pu faire grâce à nos recycleurs aussi. On est convaincus que si on avait trouvé ça il y a 5 ans, on n'aurait pas pu faire le tout. On n'aurait pas eu toute la formation, on n'aurait pas eu toute l'expérience, on n'aurait pas eu tout le matériel et donc on s'est dit, c'était vraiment juste parfait de devoir attendre aussi longtemps parce que là, on a tout et la preuve, on a pu faire ça à 2. C'est une grotte qui est pleine de surprises. La roche, elle change. Des fois, c'est noir, des fois, c'est blanc. Donc, on a des sections avec des couleurs vert, jaune, bleu. Et puis, il y a des céramiques aussi. C'est une grotte qui est pas profonde, qui a 6 mètres de profondeur moyenne.
et que ça nous permet de faire des très très longues plongées, justement avec peu de gaz sur nous. Et voilà, donc c'est notre petit bébé. On va recommencer pour faire phase 2. On a beaucoup de soutien de nos mentors, de nos instructeurs et puis des marques de plongée aussi qui nous soutiennent parce que l'exploration, c'est quelque chose de très amusant, c'est très gratifiant aussi, mais pratiquement ça consomme toutes nos ressources parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Si on a un jour libre, on va aller le faire. Mais bon, ça prend quand même du temps. Il y a des dépenses et il y a une équipe qui doit venir avec nous en soutien de surface. On a commencé sans trop savoir combien ça allait prendre et tous les jours, c'est une possibilité que ce soit la fin. Mais jusque-là, c'est pas la fin et c'est encore mieux, c'est beaucoup des pistes que ça continue. Donc, on a décidé de s'arrêter en juin pour prendre une pause. C'est très fatigant d'avoir une exploration qui a lieu de façon continue. Donc, physiquement, ça épuise. Mentalement, t'en as tellement vu ta grotte que tu commences à avoir une très bonne idée de tous les endroits, mais aussi il y a beaucoup d'énergie qui se dépense à décider quoi faire, comment le faire et à planifier. Donc là, on attend novembre pour rentrer et puis on vient de recevoir notre premier scooter, notre premier DPV qui appartient au projet pour pouvoir justement commencer à acquérir un équipement qui soit disponible à plein temps pour nous et pouvoir fonder cette petite compagnie d'exploration avec Jack. C'est vraiment un moment important dans ma vie à ce niveau-là. Gaëlle nous le disait tout à l'heure, tu fais partie des meilleurs quand on parle de stabilité en plongée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Est-ce que ça tient au réglage de tes équipements, aux heures que tu as passées dans l'eau, les stages, à la respiration? Alors, je pourrais pas dire que je suis ni la meilleure, ni des meilleures, mais je peux dire que parce que je le fais tous les jours, j'arrive à avoir un niveau de confort qui est vraiment raffiné. Donc moi, je suis confortable dans ma combi, dans mon matériel, dans ma capacité mentale. Et donc, dans ma tête, quand je suis dans l'eau, il n'y a pas une préoccupation pour la stabilité ou pour la flottabilité. C'est le but de travailler la stabilité, c'est que ça devienne une partie de ton système corporel, de ton système mental. Oui. Tu dois pas y réfléchir. On pourrait comparer à conduire. Quand tu apprends à conduire, tout est un peu difficile. Tu dois réfléchir si tu mets une vitesse, si tu mets le clignotant vers quel côté, tu dois décider tout ce que tu fais. Quand tu as conduit pendant 10 ans, pendant 20 ans, tu dois pas réfléchir à ce mouvement. Après, si tu changes de voiture, tu vas devoir retrouver tes repères. Donc c'est comme ça aussi dans la plongée. Je deviens très bonne à plonger à un endroit. Je maîtrise la plongée dans les cénotes, dans l'environnement. Il n'y a pas de courant, la visibilité est très bonne. Et on a beaucoup de techniques développées aussi. Mais si tu me prends et tu m'amènes au Alaska, je vais avoir froid. L'idée du froid va être mentalement un challenge pour moi aussi. Donc, je serai moins bonne à la flottabilité parce que mon énergie mentale doit être dépensée pour d'autres choses. Et donc, ça, c'est aussi où je travaille beaucoup avec les élèves. C'est des concepts que moi, j'ai appris dans la pratique du yoga et des méditations et tout ça, mais qui s'appliquent parce que ça, c'est purement de la science. C'est quand on arrive à reproduire dans notre cerveau, par exemple, des saveurs ou des odeurs ou des images. Si je te dis, imagine un poisson pané avec la mayonnaise, et toi, tu vas sentir presque le goût dans ta bouche, et donc, tu pourrais même dire, j'ai faim là. Parce que ton cerveau, il a reproduit une image. On utilise ces méthodes pour pouvoir arriver à un état où on est tellement tranquille et on visualise ce que notre corps va faire. Donc, on doit travailler hors de l'eau pour comprendre ce qu'on appelle la relation entre une neurone et un muscle. La neurone doit dire au muscle quoi faire, mais des fois, on bouge le corps d'une façon dont on veut pas. Pourquoi ça arrive? Pourquoi notre corps bouge dans cette manière-là? Et comment on peut faire que tout ce qu'on fait est contrôlé? On travaille avec ces concepts-là. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec une présence absolue. Donc, on doit être présent. On peut pas penser à quelque chose qui va arriver après. Et dans la visualisation et dans les études de ce qu'on appelle manifesting en anglais, donc c'est-à-dire je veux en arriver là. On se concentre sur le but et pas sur les pas actuels où je dois agir maintenant, cette seconde-là. Et donc ça arrive aussi
Par exemple, si toi, tu as un business et que tu dis, moi, j'aimerais avoir $1 million, tu visualises ce $1 million, tu peux visualiser l'argent dans ta poche, mais en fait, ça te mène pas à une action. C'est plus comme un vœu. Quand tu visualises ce que tu dois faire pour en arriver, tu décides comment mettre en place le pas immédiat. D'abord, il faudrait que j'ai un magasin pour que les clients puissent venir acheter. Si j'ai pas un magasin, comment les gens vont me donner leur argent? Comment ils vont acheter mon produit? En plongée, on fait la même chose. Tu veux plonger en grotte, mais d'abord, il faut que tu fasses un exercice de respiration où tu vas inhaler pendant 5 secondes et expirer pendant 4 secondes. Et les gens, ils sont préoccupés. Oui, mais si tout à l'heure, quand je vais dans la grotte, je le fais pas bien, mais ce moment-là, il n'est pas encore arrivé. Donc, ton énergie mentale, elle n'est pas présente. C'est pas là que tu dois penser à ça. J'apprends ces concepts aux plongeurs. Généralement, on y arrive à la fin d'un cours à une stabilité qui est, je dirais, au-dessus de la moyenne de l'entraînement de plongée. On passe beaucoup de temps à faire des respirations, prendre conscience du corps, faire des visualisations pour les briefings et des visualisations aussi pour les débriefings. Et comme ça, la prochaine fois qu'on va dans l'eau, on peut reprendre les choses qu'on doit améliorer. Ça fait aussi que dans la formation, la partie où on va exécuter des choses complexes, c'est pratiquement à la fin. C'est quand l'élève, il a libéré tout cet espace dans le cerveau et que maintenant, il peut s'occuper des bonnes techniques de flottabilité, de palmage, il peut s'occuper de la communication visuelle, il peut s'occuper d'un dévidoir et il peut s'occuper de sa lampe en même temps. Si j'essaye d'introduire tout ça très tôt pendant l'entraînement, ça nous amène à une frustration énorme parce que la personne n'a pas arrivé au point d'avoir ces automatismes. C'est ça, je pense que dans ma technique et dans les cours que j'enseigne, ça apprend à tous mes élèves à le faire pendant mon cours, mais quand ils partent, ils vont chez eux ou même quand ils prennent une autre formation avec un autre instructeur, ils ont déjà cet outil, comment je peux apprendre à faire une nouvelle tâche ou introduire même une nouvelle pièce d'équipement. Par exemple, les photographes, je dois apprendre à utiliser mon appareil sous l'eau. Il faut partir des mêmes concepts. Je vais d'abord tenir tous les concepts de base et après on rajoute, et pas à l'inverse. Quand on veut rajouter trop de choses au début, on peut pas gérer, c'est comme jongler en fait. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner, nous qui sommes encore débutants, pour travailler notre stabilité, notre flottabilité en plongée? Donc un exercice qu'on pourrait faire facilement, même en piscine. Une astuce concernant le matériel, la façon de s'équiper dans une configuration traditionnelle, entre guillemets, avec un bloc sur le dos. Il y a des choses que j'avais écrites sur un article sur le site de TDI, mon agence, où j'avais décrit des choses que les plongeurs récréatifs peuvent faire pour améliorer leur matériel. Parce que le matériel, c'est pas ce qui nous fait des bons plongeurs, mais ça aide ou ça aide pas. Donc, de regarder bien les longueurs des tuyaux, c'est important pour avoir une configuration qui est propre, d'avoir un lestage équilibré, observer simplement qu'est-ce qui nous arrive ou qu'est-ce qui arrive au corps quand je reste dans l'eau et je ne palme pas et je ne fais rien. Des fois, on tombe sur la tête, donc ça veut dire qu'il y a trop de poids sur ma tête. Il faut que j'ajoute un peu de poids à l'arrière et comme ça, je vais compenser ce manque d'équilibre. Et donc, ça aide beaucoup. Et le travail avec la respiration, c'est quelque chose que je fais dans tous mes cours. Une des choses qui abîme la flottabilité pour la majorité des plongeurs est qu'on compte trop sur les poumons. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à plonger. C'est comme ça que c'est écrit dans les livres de plongée. Il faut contrôler avec sa respiration. Mais il faut contrôler des petits changements. Il faut pas contrôler tout avec notre respiration parce que le kit, il est plus lourd que nous. Si je dois utiliser mes poumons pour soutenir tout ce lestage et surtout en eau froide, t'as beaucoup de plomb et tout, tu vas être très fatigué et ta respiration, elle va être excédant la partie des poumons avec laquelle tu respires normalement. Là, sur mon canapé, si j'inspire, je dois pas faire un effort. Par contre, en plongée, on nous apprend à respirer profondément. Et donc, tu dois en tirer beaucoup d'air et ça crée une différence de pression entre tes poumons et le milieu. Ça veut dire quand tu relâches, l'air, il sort tout de suite. Tu peux pas le contrôler. Et ça nous donne aussi, psychologiquement, l'impression qu'on a envie de cracher l'air. Et ça arrive aussi à l'inverse. Par la suite, tu as lâché tout l'air et tu as expiré trop. Il y a une différence de pression. Et donc, quand tu relâches ton ventre,
le gaz, il va entrer dans tes poumons. Tu n'es pas en train de faire une respiration contrôlée. Donc, si jamais tu prends un cours d'apnée, ils vont t'expliquer ça aussi beaucoup plus en détail. Il y a environ un tiers des poumons qui s'utilisent pas, un tiers des poumons qu'on utilise. Donc ça, c'est la partie qu'on utilise quand on est assis, quand on marche calmement et on ne doit pas faire un effort pour inspirer, expirer. Le gaz, il rentre et il sort tout seul. Et puis, il y a la partie haute des poumons qui va jusqu'à la gorge. Et si je veux remplir cette partie-là, il faut vraiment que je fasse un effort pour tout remplir, même avec le ventre étendu. Et donc, il faut utiliser cette partie moyenne des poumons où on ne doit pas faire une grande effort pour que l'air, il circule. Et donc ça, déjà, ça te donne pas envie de respirer fort. Donc, mentalement, tu te sens pas en stress parce que la respiration, ça peut déclencher aussi le stress avec le CO2. Et ça permet que tes respirations, c'est toi qui vas les contrôler. Alors, je dis, quand tu respires avec une paille, j'ai un signal pour ça dans l'eau et je dis à mes élèves, fais comme si tu respires avec une paille parce que la quantité de gaz dont tu as besoin, tu peux la respirer pendant longtemps. Et donc, au lieu de faire une inspiration vite et beaucoup, je ferai longue et petit à petit. Et donc, ça peut durer des longues secondes. Et si je fais ça, te montrant l'exercice, je ferai comme ça. Donc là, j'ai pris 10 secondes pour une inspiration, mais mes poumons, ils sont pas pleins parce que j'ai pris l'air très petit peu. Et quand je vais expirer, je vais faire la même chose. Donc, je vais expirer. Mais j'ai pas vidé mes poumons non plus. Tu vois? Donc, la quantité de gaz, si je pourrais faire un graphique et on a combien de gaz je respire et sur quel temps je le respire, si tu respires beaucoup très vite, ça va dans des pics comme ça. Ouais. Et ça va ressembler ta flottabilité à ça aussi. Si tu respires la même quantité de gaz mais que ça monte doucement, ta flottabilité, elle va ressembler cette courbe aussi. J'explique mieux avec un dessin, mais j'espère que j'ai... Ah oui, on a compris. Donc ça, c'est les exercices que je fais avec les personnes. Carrément, je les demande de respirer et moi, je compte avec mes doigts. Et beaucoup de fois, les gens ils disent non, je peux pas. Parce qu'on est excité, parce qu'on est inquiet, parce qu'on n'arrive pas à se décontracter. Donc voilà, on construit tout ça hors de l'eau et après, on pratique dans l'eau. Et je demande aux gens de nager. Et quand ils nagent, je veux voir des petites bulles qui font comme des petits colliers de bulles, tu vois? Oui. Au lieu d'avoir une seule respiration qui a l'air d'une énorme boule de gaz qui monte au-dessus de ta tête. Ouais. Quand moi, j'arrive à observer que les élèves peuvent faire ça sans trop y réfléchir, je commence à introduire d'autres exercices pour carrément rester en face d'une ligne sans bouger, garder la position. Et ça, c'est le niveau entrée pour pouvoir commencer les exercices pour aller sous plafond. Quand tu peux rester sur place sans bouger, on apprend à corriger forcément la position. Je passe peut-être 3 ou 4 jours à nager dans le milieu ouvert et à faire des exercices de respiration. Et quand la personne a acquis cette pratique, on peut en rajouter d'autres choses. Est-ce que tu sais combien de plongées tu as faites? Non, je ne sais pas. J'ai arrêté de compter il y a très longtemps. Et pour la plongée en recycleur, on compte plutôt des heures que des plongées parce qu'il y a des plongées qui sont très longues à 9 heures et il y a des plongées très courtes à 20 minutes. Donc tout ça, ça a pris des dimensions un peu compliquées parce que j'avais des cahiers, des notes avec les plongées de cet endroit et les plongées de l'autre endroit. Donc j'ai arrêté, mais pour dire un chiffre, peut-être 3000 plongées, je sais pas. En recycleur, j'ai fait presque 900 heures. Beaucoup. C'est pas énorme comparé à d'autres plongeurs qui ont plongé technique depuis 30 ans. Moi, j'ai plongé depuis 30 ans, mais pas technique. Pour le dire aussi, quand on enseigne, on fait beaucoup des petites plongées. Oui. Donc, une journée, je peux faire 4 ou 5, mais c'est des plongées de 20 à 40 minutes. Oui. Quelle a été ta plongée la plus profonde et la plus longue? La plus profonde, j'ai fait 90 mètres en Pologne pendant ma formation Trimix avancée. Et la plus longue, j'ai fait une plongée de 8h45 Wow. au Belize pendant une exploration, une très longue plongée. Ça dépensait beaucoup d'énergie et beaucoup de préparation.
Et puis, on avait des paliers à faire aussi. Donc, la dernière partie de la plongée était très difficile parce qu'on est déjà fatigué. Puis, on doit encore faire 1 heure et demie de déco. Mais ça a vraiment poussé mes limites aussi. Ouais. Je ne pense pas que tout le monde a envie de faire des plongées de 9 heures. Si tu me dis aujourd'hui, allez, on se fait une, je dirais non. Il faut que ce soit un but bien spécifique et qu'on ait une planification assez particulière pour faire ça. Ouais. Je ne savais pas si j'étais capable de la faire avant que la plongée commence. Et justement, ce concept d'être présent, j'ai dû moi-même me le rappeler parce que de se dire qu'on va passer 9 heures sous l'eau, c'est mentalement très difficile et on ne sait pas comment on va se sentir, surtout dans une grotte, quand tu sais que tu es très loin de la sortie. Donc, s'il y a un problème très loin, mon état mental doit être assez développé pour pouvoir sortir sans me sentir stressée. Et donc, au début de la plongée, la personne qui nous aidait en surface nous a demandé dans combien de temps on peut vous attendre de retour. On a dit ce sera minimum 8 heures. Et j'ai senti une petite un manque de confort dans mon corps. Ouais. J'ai commencé justement à me concentrer sur à quelle heure je vais rentrer. Et donc, j'ai senti un petit peu mon cœur, il a été un peu plus fort. Et donc, j'ai dit, je vais avoir besoin de 2 minutes juste pour que je puisse me remettre au centre de ce que je suis venue faire. Et donc, je me suis dit, à tout moment de la plongée, on peut faire demi-tour. Ça, c'est des plongées que j'ai fait avant, pas aussi longues, mais avec un niveau de difficulté que j'ai atteint déjà. Et donc, je vais faire cette plongée heure par heure et me concentrer sur ce que je dois faire sur chaque minute et pas sur le résultat de cette plongée. Et quand on a sorti la tête de l'eau, il était nuit. Est-ce que pendant une plongée, ça t'arrive justement parfois de ressentir de la peur ou des appréhensions? C'est rare parce que ce progrès, on le fait petit à petit. Il n'y a pas des plongées où on va très très loin sans avoir parcouru ces chemins plusieurs fois. Il y a des moments qui peuvent être stressants, par exemple, qui dépendent pas de nous, mais par exemple, dans les sites d'exploration où on fait Vanilla Farm, il y a des constructions qui sont autour. Et à la base, elles étaient assez loin de notre site, mais sous terre, on en est arrivé là. Et donc, on savait pas qu'on était en dessous d'un endroit où il y avait des machines. Et donc, ça nous est arrivé une fois d'être sous l'eau quand ils avaient mis la dynamite. Et une fois, il y avait une machine, comme des énormes machines qui grattent le sol et qui font des trous. Et donc, on a rencontré ces petits événements et on a fait demi-tour tout de suite. Mais tu dois arriver à te ramener toi-même à un état calme pour pouvoir continuer la plongée. Et donc, il y a un stress qui dure 2 ou 3 secondes quand tu te rends compte de ce qui se passe. Mais de la même façon, on se concentre pas sur « et si on reste là, et si on peut pas sortir, et si la machine fait un trou ?» On se concentre sur « il y a un bruit que j'aime pas, je suis pas confortable, je fais demi-tour, je communique et on commence à sortir. » Et en fait, ce sentiment de peur disparaît très vite. Ouais. C'est un exercice qu'on fait aussi pendant les entraînements. Il faut s'entraîner à revenir là où il faut qu'on soit attentif. Mais c'est bien pour la vie d'ailleurs, si tu as un problème hors de l'eau, c'est la même chose. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? La première plongée de Vanilla Farm, c'est quelque chose à quoi je pense tous les jours. C'était pas seulement très beau et exceptionnel comme expérience, mais ça voulait dire beaucoup des choses pour ma vie professionnelle aussi. Ça voulait dire le début d'un projet avec mon binôme qu'on avait rêvé, qu'on avait souhaité, qu'on s'était préparé pendant longtemps. C'est lui qui avait trouvé l'endroit, mais quand on est entré, il m'a rendu le dévidoir. Ça, c'était un geste énorme aussi. C'est une type de générosité dont on parle rarement, mais quand tu donnes un dévidoir à quelqu'un et tu dis ça c'est pas ma grotte, c'est la nôtre, c'est très spécial parce que évidemment tout le monde veut mettre la ligne, tout le monde veut être le premier. Donc lui, il m'a laissé être la première personne dans cette exploration et après j'ai dû prendre des décisions qui maintenant c'est des anecdotes un peu chouettes. Par exemple, on avait nagé pendant 10 minutes et ensuite le tunnel était divisé en 2, mais sur la droite c'était plutôt petit et sur la gauche c'était énorme, c'était juste impressionnant. Et donc moi j'ai décidé d'aller à la droite parce que c'était un peu plus petit, mais quand on est sorti de la plongée,
Il m'a demandé pourquoi t'as pas pris le grand tunnel, parce que c'est là où tu es sûr que la grotte continue. Et j'ai dit parce que j'étais sûre que la grotte continue, mais moi je voulais aller voir si de l'autre côté il y aurait quelque chose d'autre, parce que quand je le vois, je sais que ça, demain on va venir et on va mettre la ligne à gauche 100% sûr, mais sur la droite, voilà, cette curiosité que j'ai eue la première fois où j'ai vu un trou où je voulais entrer, c'est ça. Tous ces sentiments sont incroyables. Et après, il y aura forcément d'autres explorations et d'autres projets. Et il y a eu des projets avant aussi, mais jamais comme Vanilla Farm. Et donc, je pense que la première fois, ça s'oublie pas. Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air en plongée? Panne d'air, j'ai eu des fuites, mais je suis jamais restée sans gaz suffisant pour sortir. Non, j'ai pas eu des collègues non plus qui ont subi ça avec moi. Je pense que en side mount et en plongée technique comme on l'a fait, c'est très rare. C'est vraiment très très rare parce que on parle du fait que pour avoir une vraie panne d'air où j'ai 0 bar dans mes bouteilles, il faudrait que je casse toutes les règles de la plongée en grotte, il faudrait que je ne calcule pas mon gaz, il faudrait que je ne regarde pas ma pression, il faudrait que je ne respecte pas le plan de plongée, il faudrait que j'ai peut-être plusieurs fuites en même temps, des fuites graves, il faudrait couper un tuyau pour que ce soit une fuite grave. La plupart des fois, quand il y a une fuite, tu peux encore respirer le gaz de cette bouteille, donc c'est extrêmement rare que ça arrive. Et après, si on ne respecte pas ça, si on n'apprend pas à naviguer une grotte comme il faut, évidemment, on peut faire des erreurs. Beaucoup de fois, quand on me demande si j'ai pas peur d'aller dans les grottes, ben, c'est pas la grotte qui me fait peur, c'est les personnes dans la grotte qui font des erreurs qui peuvent éventuellement mener à un accident. Ça, oui. On est préparé pour avoir des fuites et des pannes, même graves. J'ai la chance que ça m'est pas arrivé, mais quand ça t'arrive, c'est une chance aussi de l'avoir vécu parce que alors, ça valide tes protocoles, ça valide ton entraînement et ça valide ce que toi, comme instructrice, tu enseignes. Par exemple, j'ai eu une fuite qui était assez large. J'avais simplement signalé, j'ai changé de détendeur, j'ai fermé ma bouteille et après on est sorti. Mais quand tu l'as fait tellement des fois, tu t'es entraîné tellement soigneusement, on sent pas que c'est une urgence, c'est juste une procédure. Ouais. C'est comme avoir un pneu crevé, on n'a pas vraiment peur, c'est juste, ok, bah là il va falloir qu'on le change et qu'on rentre. J'enseigne beaucoup aussi à pas avoir peur des fuites et des pannes parce que c'est simplement du gaz qui est en train de sortir. Ça peut faire beaucoup de bruit, ça peut nous surprendre aussi. Ça m'est arrivé d'avoir une panne où le tuyau s'est cassé et il m'a frappé avec la force de quand il a explosé. Moi, je comprenais pas qui m'avait frappé en fait. Je pensais qu'un plongeur m'avait cogné. Tout est de l'expérience, donc quand il y a des pannes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut qu'on ait des pannes. Ça nous apprend aussi que l'expérience, ça renforce nos habitudes. Et donc, quand les plongeurs progressent trop vite, ils n'ont pas eu des problèmes dans l'eau, ils n'ont pas fait un nombre important des plongées à un certain niveau. Ils connaissent moins sur les pannes, ils connaissent moins sur les fuites parce qu'ils les ont pas vécues. Il faut plonger pour avoir l'expérience. Donc, un plongeur qui a eu des pannes, c'est un plongeur qui a eu l'expérience. Tu as travaillé avec Gaël, donc, qui a établi un record du monde de plongée profonde. Est-ce que toi, il y a un record ou un défi technique que tu aimerais relever et réaliser pour la première fois? Je ne pense pas que ce soit une question de première fois, mais je suis très fière de mon origine mexicaine. Je suis très fière aussi d'avoir la nationalité belge et d'appartenir à ce pays avec qui j'ai encore beaucoup des liens forts. Donc, de donner l'exemple pour les autres personnes et de représenter mes pays et de représenter les femmes aussi, ça c'est déjà quelque chose qui me remplit énormément. Je suis la seule femme avec nationalité belge à être instructrice de plongée spéléo. Donc ça, c'était une première. Je l'ai pas fait sachant, mais après, quand j'avais eu mon niveau, il y a des plongeurs belges qui m'ont contacté pour me le dire et donc je trouvais ça chouette. Mais mon but, c'est qu'il y en ait beaucoup plus d'autres. Donc pas de rester la seule qui a ce niveau, mais que d'autres personnes veulent le devenir. Je suis pas très compétitive en question de chiffres. J'admire beaucoup, mais c'est juste pas la mentalité que moi j'ai. Je suis déjà un petit peu démarquée parce que au Mexique, il y a pas beaucoup de femmes mexicaines qui font la plongée technique. Il y en a pas beaucoup qui sont instructrices.
des femmes mexicaines qui plongent en recycleur, il y en a très très peu. Moi, je connais juste une autre fille qui le fait. Ça m'intéresse beaucoup plus de participer à des choses dans la science et dans la recherche que d'avoir des chiffres. Et pour finir, quel est ton animal sous-marin préféré? Dernièrement, je pense beaucoup à me faire un tatouage. Et je me dis, je vais me faire un tatouage d'un animal marin et j'arrive pas à décider parce que un jour, je me dis, je vais faire un énorme coquillage. Après, je me dis, non, je vais faire un lamantin. Après, je dis, non, mais les coraux, c'est vraiment spécial pour moi parce que j'aime bien ce côté design macro et tout. Après, je me dis, mais les requins sont vraiment super. Mais après, il y a les baleines et donc il y a des rencontres que j'ai eues en mer et qui sont très spéciales comme les orques qui m'a vraiment marqué. J'arrive pas à décider parce que je pourrais avoir tout le corps tatoué d'animaux marins. C'est très difficile comme question. Merci beaucoup, Tamara. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler et puis j'espère qu'on se verra au Mexique. Et puis voilà, ce que je dis à tout le monde, c'est que si il y a des choses que vous voulez savoir ou que vous voulez expérimenter ou connaître mon point de vue ou des suggestions ou un avis de quelqu'un comme moi, les portes sont toujours ouvertes et je partage beaucoup en ligne avec des plongeurs qui viennent pas forcément au Mexique parce que c'est quand même loin de beaucoup de pays et que c'est pas évident toujours de voyager loin. Mais ce que moi j'ai fait, ce que moi je fais dans ma vie quotidienne, c'est pas un secret et c'est pas non plus une formule unique. C'est ma façon de faire et je suis contente toujours de pouvoir le partager même avec d'autres instructeurs. Pour le grand public, pareil. J'aime pas qu'on me dise qu'on m'a vu au site de plongée, qu'on m'a pas dit bonjour parce qu'ils savaient pas si je pouvais être interrompue. J'ai l'air sérieuse, mais je suis juste un petit peu à côté des fois, donc il faut que je me concentre. Mais s'il vous plaît, soyez ouverts aussi pour en venir vers moi avec des questions ou des conversations. J'écris des blogs aussi, que j'ai écrit principalement en anglais, mais que là, j'aimerais aussi, avec l'aide de ChatGPT, commencer à traduire en français pour pouvoir attendre justement une communauté plus grande et de continuer à partager. On va ajouter en description du podcast tous les liens vers tes réseaux sociaux et ton site internet. Ok. Et puis, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie. Salut Tamara, à bientôt! À bientôt et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.